Alors, nous allons continuer avec Spring Boot. Dans l'application configuration, nous avons dans application properties, nous avons mis nos propriétés, le valeur de nos propriétés comme Spring Boot Data Source URL qui est l'URL de notre base de données, route et tout. Pour ceux qui n'ont pas de MySQL dans leur local PC, moi j'installe MySQL directement avec Xampp juste pour pouvoir contrôler start, stop et certains autres trucs. Mais sinon, vous pouvez directement, je pourrais start et stop. Donc, j'utilise Xampp pour ça. Mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez installer directement MySQL. Et pour voir ma base de données ou identifier ma base de données, j'utilise Workbench avec MySQL. Et là, nous avons notre base de données qui s'appelle To-Do List. C'est la base de données que nous utiliserons ici. Et comme ma base de données locale, donc nous utilisons localhost avec les ports données. Donc vous devez savoir quel port vous utilisez et quel est le nom de votre base de données. Ou disons le nom de votre host de la base de données. Pour se connecter avec Workbench dans une nouvelle base de données, vous cliquez juste Connect là ou Manage Connections et là vous mettrez les mêmes informations qu'il en a écrit aussi ici pour votre base de données, les mots de passe que vous utilisez, le username et tout et le port. Puis vous créez une nouvelle connexion. Après avoir fait ça, il apparaîtra là. Vous pouvez cliquer 2 fois là et puis vous pouvez juste vous connecter plutôt. Et vous pouvez voir vos différentes bases de données. Moi j'en ai plusieurs là qui ne sont pas nécessaires, mais le plus important pour moi il est là et on voit qu'il n'y a pas de tableau dans ma base de données. Il n'y a pas de tableau dans ma base de données. Ok. Alors ce que nous allons faire ensuite ici, c'est de créer les configurations ou les dossiers nécessaires, les packages nécessaires pour notre projet Spring Boot. Et le plus important maintenant, c'est configuration. Donc, je vais créer un package qui s'appelle config. Et là, nous allons créer un donné Java, disons un fichier Java des configurations que je vais appeler security config. Security config. Et security config, c'est notre fichier de configuration. Donc c'est ces fichiers qui s'occupent de la sécurité de notre programme. C'est-à-dire que quand il y a une requête vers notre to-do list, il y aura des requêtes de sécurité qui seront faites pour pouvoir vérifier si ces requêtes viennent réellement, disons, que ces requêtes sont vraiment valides avant qu'on puisse procéder aux données ou donner accès aux données. Donc la première chose que nous allons faire, nous allons créer un bin de sécurité. Quand on va créer security filter chain, où nous allons filtrer toutes les requêtes qui viennent jusqu'à notre serveur. Security filter chain, et il va recevoir le TTP security. Voilà. Il aura, on doit avoir une exception pour ce qui vient.
Alors, avant de continuer, je pense que j'ai commencé dans une mauvaise direction. Mais avant de continuer, on a besoin de créer un converteur. Le converteur, ça sera une classe qui permettra, c'est que on peut lire les rôles et les usernames qui viennent de notre token. Alors on va l'appeler Keycloak Role Converter. Et Keycloak Role Converter, il va implémenter la classe implement converter et JWT qui viendra de surtout pas de on va commencer par là puis on va modifier après, puis il y aura collection et dans collection nous aurons Grant authority key. Voilà, nous avons ce que nous avons besoin. Nous allons implémenter les converteurs. Alors, à l'intérieur, nous aurons un map où nous allons mettre tout, nous allons enregistrer tous nos rôles venant de Keycloak et je peux normalement l'initialiser en même temps, donc on va faire comme ça et puis on va juste comment on appelle cast string qui viendra du résultat que nous aurons à partir désolé, nous avons source get claims, puis on a get, puis on va retrouver la clé Realm Access. Je vais vous montrer d'où cette clé vient. Alors ce que cette classe fera, c'est que quand on enverra l'access token dans notre Spring Boot Project, dans notre My To-Do List, si je vais encore le... Ah, je ne l'avais pas montré. Bon, je vais réexpliquer en même temps. Donc on va aller à gwt.io et on va prendre notre token que nous avons créé ici et on va les décoder à partir de ces sites. Alors comme vous pouvez voir à l'intérieur, voici à quoi ressemble notre token quand il est décodé. Vous pouvez venir ici avec tous vos tokens, n'importe quel token, et puis vous pouvez aussi voir les mêmes informations que je vois. Pas exactement les mêmes informations, mais vous pouvez voir les informations avec les données. Alors dans ces tokens, nous avons ces différentes informations qui, moi aussi, je n'ai pas vraiment d'idée si ça sert à quoi. Mais ce qui est intéressant pour nous ici, c'est Realm Access. Donc Realm Access contient tous les rôles que nous avons besoin, ou les rôles que Spring Boot a besoin de savoir si l'utilisateur a ces rôles actifs. Alors le converteur fait la même chose, donc il va rechercher les Realm Access et il prend tous ces rôles qui sont en forme de array et les mettra là.
Voilà. Alors, ce qu'on fera en second lieu, on va juste vérifier que le Realm Access, juste pour voir qu'il ne soit pas vide, ou encore nul ou vide. Parce que si c'est le cas, on va juste retourner un array vide. Au cas contraire, on va avoir collection, puis on va faire granted authority, qui à son tour va return value then. Puis là aussi, on va lire. Vous vous dites sûrement que pourquoi c'est string pendant qu'ici nous avons un array, disons là. Parce que celui-ci, il ne vient pas en forme d'array ou de JSON, il vient en forme de... Donc cet array est représenté par ce string, je veux bien dire. Non, c'est ma faute. Ici, on met objet. Parce que ça peut être n'importe quoi. Bon, en réalité, c'est pas n'importe quoi, c'est de l'array, mais il arrive que ce soit objet. Donc, il y aura string qui est celui-là, et puis celui-ci sera représenté par un objet. Et ensuite, en second lieu, on va alors lire tout ce... on va lire tout ou enregistrer tout ceci dans un array list qui sera la collection des granted authority. Alors on aura realm access dot get role. Donc premièrement on retire cet objet et on les place dans map, et ensuite on va dans granted authority, où on va dans realm access, c'est-à-dire dans l'objet là on prend maintenant le groupe, on prend le rôle et puis on injecte ou on enregistre tout le rôle dans granted authority. Qu'est-ce qu'il dit? Comme ça. Toujours une erreur. Parce qu'on n'a pas fini. Ok, dot stream, dot map, et là nous avons role name, celui-là c'est du Java lambda. Ensuite nous avons map, simple authority to simple granted authority. Et ensuite nous avons collection. Voilà. Et là nous pouvons retourner sur une valeur. On peut faire ça encore, juste faire ça.
erreurs inutiles. Alors, maintenant que nous avons fini avec notre converteur, c'est-à-dire que nous allons pouvoir retirer les rôles dans notre access token et enregistrer ces rôles à chaque fois qu'il y aura une demande dans notre serveur. Alors on vient ici, on va continuer. Ce qui va se passer, c'est qu'on doit enregistrer ces rôles dans la sécurité. Donc nous avons JWT Authentication Converter qui sert à new on va initialiser, puis c'est vraiment l'entraînement plutôt, et puis on a ça, JWT Converter là, et puis nous avons new, on va mettre les noms de notre converteur, dire que c'est ce qu'on va utiliser. Et maintenant nous allons commencer avec notre filtre, c'est-à-dire celui-ci va filtrer toutes les requêtes qui viennent de notre client ou utilisateur. Voilà. Nous aurons la session stateless. Notre configuration ressource. Alors, ici à l'intérieur, on va commencer par une configuration ressource plutôt. Voilà. Ensuite, c'est possible d'implémenter. Voilà, c'est ça. On a besoin juste de get cache configurations. Je pense que je manque un truc ici. Je pense que c'est celui-là et non l'autre. Voilà. Maintenant on peut implémenter ce qui manque. Alors maintenant à l'intérieur nous allons faire une configuration, coche configuration est égal à new coche configuration. Nous avons coche configuration. On va voir quelles sont les méthodes qui seront acceptées dans notre système. Et je pense que pour un début, nous allons accepter toutes. On va accepter toutes les méthodes. Et nous allons voir si cette bloc credential true. Et puis on a coche dot set hello headers. On va collection on va dire tout. Ce sont des configurations que vous pouvez changer et mettre les données que vous avez besoin. Je pourrais expliquer un petit peu ici à quoi ça sert, toutes ces choses. Puis, vous pouvez voir quelles sont les possibilités que vous avez besoin.
autorisation. Voilà. Alors, ce qu'on dit ici, ce qu'on dit dans toutes les requêtes qui viendront dans notre système, on doit vérifier c'est quelle méthode. Par exemple ici, quand je fais une demande, cette demande s'est faite sur Keycloak et non sur notre serveur, mais on voit que la méthode utilisée, c'est la méthode post. Donc il y a plusieurs méthodes utilisées ici. Je pourrais par exemple dire que la méthode utilisée ne sera qu'un seul, donc il ne sera que post ou que get ou que put. À ce moment-là, toutes les autres requêtes seront rejetées. Et j'ai dit hello credential, c'est-à-dire que est-ce qu'il est possible de faire un login et tout ça dans notre système? Ça c'est oui. Et il dit aussi quels sont les headers qui sont autorisés. J'ai mis aussi une étoile qui veut dire toutes les headers. C'est quoi les headers? Quand je fais une requête, je vais montrer les headers cachés. Quand je fais une requête, je fais cette requête avec de différents headers. Donc il y a par exemple content type, content length, et puis le plus courant c'est souvent content type. Et là je pourrais dire que vous n'autorisez que les requêtes qui contiennent content type, ou encore je pourrais mettre mon propre header et je dis que vous n'autoriserez que, ou le système ne devra autoriser que les headers personnels que moi-même j'ai créés. Et puis il demande set exposed header et puis on dit que c'est autorisation, parce que quand on fait une requête avec un access token, on utilise l'autorisation et puis on met l'access token dedans et puis voilà la suite. Donc c'est un peu ça que notre code ici fait, mais on n'a pas fini. Donc on a .end. On va continuer notre configuration. Voilà. Et puis ici je vais dire à notre système d'ignorer au cas où il y a login dans notre URL des requêtes, ou encore register. Donc il n'aura pas besoin de demander les tokens pour que ces liens puissent passer ou pas. Donc il n'en a pas besoin. Ok, alors on continue. Authorization request. Puis ici on commence maintenant à faire je vais expliquer ça aussi. Ici comme on n'a pas vraiment beaucoup de requêtes, donc je vais faire qu'un seul. Voilà. Alors ce qu'on dit au système ici, c'est que il va vérifier quels sont les noms de URL. Par exemple, par là, je peux dire que notre URL c'est fini par token. Voilà. Alors je peux dire que /token, tu ne pourras autoriser les URL qui se finissent avec /token que si cet utilisateur a un rôle user. Et ça, on considère que l'utilisateur s'est connecté. Donc ce sont des utilisateurs connectés. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Quand une personne fait une requête avec son token, notre système va décoder ces tokens à travers les converteurs. Et les converteurs vont trouver les realm access, qui est celui-là, et les rôles, et puis ils vont enregistrer tous ces rôles à l'intérieur du granted authority et lui va retourner ça dans notre système ici. On va l'appeler juste à la fin. Et alors
ce qui va se passer quand une personne fait une requête avec un nom de URL qui se finit avec /token, par exemple celle-là. De 1, il va d'abord vérifier si le token est valide et puis envoyer ces tokens à l'intérieur qui va être décomposé et puis pouvoir trouver si dans les users, dans le rôle qu'on a enregistré, s'il y a un rôle qui est users. Donc, par exemple, là, on sait que notre utilisateur a un rôle users. À ce moment-là, la requête pourra être faite. Au cas contraire, la requête sera bloquée. Il y a aussi possibilité de mettre des requêtes avec un array des utilisateurs. Par exemple, je pourrais dire to-do list. To-do list. Et puis, on va dire que has roles. Any role. Sorry. Et là, je pourrais mettre par exemple admin, puis user. Donc, ce n'est que quand l'utilisateur a l'un de ces deux rôles que les données qu'il pourra accéder à cette ressource. Voilà. Et je pourrais par exemple dire que si j'ai un truc, par exemple, doc, si j'utilisais par exemple Swagger et tout, je peux dire que quand il y a /doc, donc tu n'as pas besoin de faire la vérification, donc tu permets à tout le monde de voir. Alors pour clôturer, on va mettre on va alors clôturer en mettant notre converteur, en enregistrant notre converteur dans notre requête. Puis on va retourner notre filtre à Spring. Voilà. Voilà. Alors maintenant, il y a une erreur quelque part. On n'a pas retourné. Voilà. Il y a encore une erreur quelque part. On va cliquer sur celle-là. C'est pas grave, c'est pas une erreur grave à suivre. Et voilà, et puis maintenant qu'on a fini avec la partie sécurité, on va commencer avec les données de notre code. Alors, quels sont les packages qu'on a besoin? Nous avons besoin du package models ou encore entity si on a besoin des entities. On a besoin de contrôleur ou encore rest. Ça dépend de votre préférence. On a repo ou repository. Je vais bien l'appeler repo, c'est plus court. Et puis nous avons service. Je n'ai pas des S. Et puis nous avons implémentation. Je vais juste l'appeler impl. Et aussi nous avons d'autres
Donc si vous avez besoin d'utiliser les DTO et les mappers et tout, vous pouvez aussi le faire. Mais pour cette version, on ne les fera pas. Alors, on va commencer par modèle. Nous allons créer notre première classe qui sera users. Et je sais que ça pourrait être un peu avec un peu de confusion parce que normalement nos utilisateurs seront enregistrés sur Keycloak. Mais nous avons besoin d'avoir un ID qui pourra combler nos utilisateurs entre eux. Disons utilisateurs avec les données qu'ils ont. Alors ce qu'on fera dans user, on ne mettra qu'un email, peut-être qu'il y a un nom ou d'autres données, mais il n'y aura pas de mot de passe. Et alors quand on fera une requête chez Keycloak et Keycloak nous donne un access token, on va décoder cet access token et puis je vais montrer, quand on va décoder l'access token, on va retirer l'email et puis on va vérifier l'email dans les utilisateurs du système pour pouvoir servir les données à la personne qui en a besoin. Alors ici on va commencer par mettre entity et comme on utilise Lombok, donc on peut juste mettre data et puis on aura nos arguments constructeurs et puis on aura je pense que ça s'appelle constructeur, non, all argument constructor, voilà. Et ensuite on aura besoin des idées, on aura aussi besoin que ce soit generated value et puis ce sera private long id. Et ensuite on aura juste string, soit email, puis je pourrais peut-être donner un nom à la personne. First name, string, last name. Donc quand on utilise Lombok, on n'a pas vraiment besoin d'aller plus loin en créant de getters ou setters. Donc ce qu'on a ici est suffisant pour notre classe, puisqu'on n'aura pas besoin de mots de passe, puisque ce sera Lombok et ce sera Keycloak qui va s'occuper de l'authentification de l'utilisateur. Voilà. Alors la prochaine étape, ce serait de créer to do ou encore task pour ne pas avoir de confusion avec classe Java en elle-même. Je vais juste l'appeler my task parce que sinon il se peut qu'il y ait une confusion avec Java. Et là aussi on aura entity, on aura all arguments et puis on aura, j'ai fait ces cours vraiment très tard, donc puis on aura id et puis generated value qui sera private aussi. Qu'est-ce que j'ai fait de côté là? Private id. Je pense qu'ici aussi je dois me faire la même chose, tout doit être private. Voilà. Ici on aura task, puis j'aurai private string
le nom de task, puis j'aurai private string description. Je pense que pour les moments, je sais pas si on a besoin de quelque chose de plus. Peut-être qu'on doit relier ces utilisateurs avec ces tasks. Bien sûr qu'on doit utiliser utilisateur avec ces tasks. Donc on aura many to one. Puis on aura join column name qui sera user ID. Puis il sera private users user. Voilà. C'est moment-là notre task est relié à l'utilisateur. Ça c'est la première étape. Je pense qu'on pourra déjà faire pour aller à la seconde étape qui serait alors de créer un repo, un repository classe, ce sera une interface pour user repo. Et là nous allons extend avec JP à repository. Et là nous aurons user et langue qui représente voilà, on n'a pas vraiment besoin de mettre quelque chose à l'intérieur. On va juste définir que c'est un repo. Et on fera de même pour mytask. Repo comme repository, lui aussi il va faire extend à JP à repository. Il aura mytask class et puis class. Et on va pas oublier la notation repository. Voilà. Maintenant nous avons modèle, nous avons repo. Nous aurons besoin de service avant d'aller à implémentation. Le user service. Je pense que je vais mettre tous les noms. C'est aussi une interface. Et là, nous aurons users pour create. Nous aurons besoin de users qui sera user là. Puis nous aurons une classe pour l'update. Je pense que je pourrais juste faire une chose. Update user, et puis on aura besoin de remove qui est void et qui aura juste l'idée. Et puis on aura besoin de la liste. Non, on n'a pas besoin des utilisateurs, pas dans notre projet, mais peut-être besoin de l'utilisateur elle-même, les données de l'utilisateur. Je pourrais peut-être mettre mis. Voilà.
c'est juste le service vraiment très simple, mais on va revenir si il y a autre chose à ajouter. Alors on va aller à implémentation d'abord avant d'aller à contrôleur. Il manque notre service qui est my task service. Aussi une interface où on aura my task create aussi. Tout ce qu'on dit ici, c'est qu'on aura une méthode qui pourra créer my task, mais la méthode va recevoir task et il doit retourner les tasks qu'il a enregistrés. Et il fera la même chose quand je fais un update. Et aussi quand je vais faire un appel pour supprimer un task, j'aurai juste besoin d'envoyer l'idée du task. Et ensuite, si j'ai besoin de la liste de tous mes tasks, ma task, et puis là j'aurai par exemple get my task. Voilà. Peut-être que j'aurais besoin d'avoir juste peut-être get one task. Je peux mettre comme ça. Get my task pour celui-là et là je mettrai ça. Et pour celle-là on aura besoin de l'idée. Voilà. Et on va aller à l'implémentation. Et ça va s'appeler user implementation. Et cette classe là, lui, il va extend le service que nous avons créé. Non, plutôt, il va implémenter le service que nous avons créé, qui est user service. Nous allons implémenter toute classe et il doit avoir service annotation. Et nous avons besoin de repository, des user repo. Et pour l'initialiser, nous allons les faire à travers des constructeurs. Donc Spring Boot lui-même prend en charge l'initialisation de ces repos que nous pourrons appeler plus tard dans de différentes classes. Alors à ce moment-là, nous avons la possibilité ici d'appeler userrepo.save user. Donc c'est ici où on va enregistrer l'utilisateur et puis je pense que pour update c'est normalement la même chose, toujours save, puis pour remove ici ça renvoie un void, malheureusement je sais pas pourquoi, c'est plutôt delete. Normalement j'aimerais bien que ça renvoie autre chose comme true or not true, quelque chose comme ça, mais non,
avoir un void avec une idée. Je pense que l'idée est... Non, pas comme ça. Je pense que c'est delete by ID. Là, ça pourra fonctionner. Voilà. Et puis nous avons get où nous aurons aussi à faire la même chose. Nous disons find by ID. J'aurais besoin d'un ID, mais on revient par là. Pour le moment, on va juste falsifier un ID. On revient par là parce qu'il faudra qu'on puisse arriver à décoder get. Mais c'est pas la bonne façon de le faire parce qu'on doit vérifier que l'utilisateur réellement existe et tout. Donc normalement je dois utiliser .or else c'est mieux. Puis je mets juste new user, donc il va juste renvoyer un user vide au cas où l'utilisateur n'existait pas. Voilà, nous avons fini avec la première étape de l'implémentation de l'utilisateur. Et là, nous allons commencer avec MyTask implémentation. Lui aussi faire la même chose. Implement. MyTask service. Je pourrais expliquer comment Spring Boot arrive à relier toutes ces choses, comment est-ce qu'il est plus tard. Alors là, nous avons besoin de MyTask repo. Puisque c'est repo qui communique réellement, vraiment directement avec la base de données. Et puis j'ai besoin d'un constructeur. Je pourrais juste aller faire generate constructor et puis bien générer ces constructeurs comme ça va plus vite. Et ensuite là j'aurais besoin de faire mytask repo.save mytask et puis faire le même là. Et ensuite remove, j'aurai mytask repo.delete delete by id, et puis je mettrai l'id. Et ensuite ici, comme j'ai besoin d'une liste, je pense que je dois les find all. Voilà. Ici aussi, j'aurais besoin de spécifier l'utilisateur que j'ai besoin. Donc, celui-là, je vais revenir après. Et ce sera pour toi, pour celui-ci, c'est encore facile. Donc, j'aurai juste besoin de faire find by ID. Et puis, on mettra l'ID. Ici aussi, .or else new mytask. Donc, au cas où on ne trouvera pas, on va juste renvoyer un mytask vide. Ou on peut faire autre chose. Ça dépend. Alors, voici notre implémentation qui est aussi presque finie. Ici, on manque parce que nous devons spécifier task par rapport à l'utilisateur. Donc, normalement, je dois aller dans repository ici. Et puis, je dois créer une nouvelle méthode list de mytask. Et ici, je vais dire find
all by user parce que je veux bien avoir les tasks par rapport à l'utilisateur. Puis je vais faire user et puis là c'est user. Donc maintenant nous avons une nouvelle méthode. Comme vous avez sûrement remarqué ici dans implémentation, toutes les méthodes utilisées sont des méthodes qui existent déjà dans JPA Repository. On peut aller dedans et puis on va voir certaines de ces méthodes qui existent, get1, getPy. Donc ce sont des méthodes qui existent en JPA parce qu'il y a aussi l'extend avec d'autres méthodes qui aussi contiennent ces méthodes qu'on peut faire appel. Donc là, je suis sur Mac, je clique sur commande et puis je clique sur celui-là. Puis il me montre aussi d'autres méthodes. Donc je pourrais aussi aller ici, je verrai qu'il y a par exemple save, find all. Il vient de celui-ci. Et puis il y a encore celui-là, pagination, find all. Et puis celui-là qui a d'autres options qu'on utilise. Et quand il n'y a pas de méthode que moi j'ai besoin dans ces repositories, je suis obligé d'en créer pour moi-même. À ce moment-là, je fais ce genre de query, find all by user, et il a user comme paramètre parce que j'ai mis by user là. Alors, je pourrais rentrer dans implémentation, et dans mon implémentation, on était, non, c'est pas celle-là. Là, je pourrais maintenant mettre dot find all by user. À ce moment-là, j'ai besoin d'un user. Donc, je pourrais aussi faire appel à user repository. Là, je dois aussi l'initialiser comme avec l'autre. Et là, j'ai 10 et puis c'est égal à celle-ci. Et ensuite, je pourrais créer un user. Pas créer, mais faire appel à un user. User qui est égal à user report find ID. On n'a toujours pas l'ID, donc je vais aussi falsifier ou créer juste un ID pour le moment. On va revenir pour modifier après. Puis je mettrai user ID. Et comme celui-là est c'est normalement optionnel, donc je dois mettre optionnel ici. Et puis là, on pourra par exemple vérifier si l'utilisateur existe ou pas avant de faire une action. On pourra vérifier avant de faire une action. Donc je pourrais faire isPresent par exemple, utiliser la méthode isPresent et puis faire une action, ou sinon renvoyer nul. Je me demande si quelle méthode est la bonne. Je pourrais juste enlever d'abord optionnel pour le moment, puis mettre encore un OS, puisqu'ici l'utilisateur n'est pas là, il y aura, ça sera tout simplement vide. Donc je pense que c'est la meilleure méthode. Alors là, nous avons un ID. Il sera remplacé quand on va commencer à manipuler notre token. Et là, nous allons trouver l'utilisateur à partir de l'ID et puis retrouver tous les tasks qui appartiennent à cet utilisateur. Voilà. Donc, nous avons aussi fini la partie implémentation et nous n'allons pas oublier de mettre service comme annotation. Alors là, nous allons aller dans contrôleur. Et contrôleur, c'est vraiment ça s'appelle endpoint.
C'est vraiment là où les liens sont définis, et c'est là où les clients, après avoir fait les filtrages, la vérification de endpoint et tout, c'est là où les clients commencent pour faire un appel et puis aller dans l'implémentation pour vérifier. Mais je vais expliquer ça en détail dans la prochaine vidéo. On va d'abord faire créer notre contrôleur, et après avoir créé notre contrôleur, on pourra dans la prochaine vidéo expliquer en détail comment Spring Boot fonctionne. Alors, le premier contrôleur que nous allons faire, il sera user controller. Les contrôleurs aussi doivent implémenter les services. Donc, il doit faire un appel au service, mais il doit avoir la notation qui définit que ceci est reste contrôleur. Et puis, on doit aussi définir request mapping. C'est le nom, disons le nom de l'URL de ce contrôleur. On va aller en détail après. Je vais juste l'appeler user. Alors, ici aussi, on doit initialiser user services. Puis on doit créer un constructeur qui doit initialiser ces user services. Puis on va créer par exemple post mapping, où nous aurons public. C'est l'enregistrement, donc il nous donne user On doit d'abord prendre response entity pour avoir des réponses. Et puis nous avons ici user, et là nous avons create. Et comme paramètre, on aura request body, et ça sera une requête de user. Donc le request body sera alors, si par exemple sur Postman j'ai body, donc ces données que j'écris là, ce sont des bodies dans de différents formats. Et là nous allons utiliser notre service. Donc nous allons retourner OK, et là nous allons utiliser à partir de notre service user .create user. C'est pour la création d'utilisateur. Et pour update, je vais juste copier celle-là pour ne pas réécrire, puis nous allons mettre update là, et puis update là. Voilà. Et pour get, nous avons une seule méthode get. Bon, on va commencer par delete. Delete mapping. On aura public response entity. Il n'y a pas vraiment une réponse ici. Mais avant que je trouve la bonne façon de le faire, pour pouvoir vérifier si réellement l'utilisateur est supprimé ou pas, je
pense que je dois aller dormir un petit peu parce qu'il est un peu tard. Et je commence à glitch. Et puis là, on aura path variable. Et là, il y aura l'id. Et puis l'id sera en format long. Et puis on a id. Je vais réexpliquer pourquoi toutes ces choses et comment ils sont connectés et tout. Donc, ok. Response entity.ok. Puis là, on va. Je vais essayer un truc. Donc, on va faire user dot remove avec ID. Il ne voudra pas parce que c'est un void. Donc à ce moment-là, je vais juste faire ça et envoyer true. Mais ce n'est pas la meilleure façon parce que là, on ne sait vraiment pas si l'utilisateur est vraiment supprimé ou pas. Donc on doit créer un système de vérification pour être sûr. Puis on aura get mapping. Ce sera aussi pour avoir c'est permis, mais bon, je ferai comme ça et puis je mettrai mis, puis je vais faire public sorry responsive, puis il y aura user. Je vais juste mettre mis à ce moment-là, je n'ai pas besoin de quelque chose d'autre que ça. Puis on va retourner dans response entity.ok et là on aura user service. Voilà. Voilà, maintenant nous avons notre contrôleur pour user. Nous allons maintenant créer contrôleur pour mytask. On va pas oublier les annotations qui sont non. Reste contrôleur. Et puis il y aura request mapping juste après ça. Et puis là on va mettre mytask. Je préfère pas l'écrire comme ça. Je vais juste mettre task. Et ici, on aura besoin d'initialiser deux services. Non, je vais juste besoin. Ok, juste besoin de. On va mettre mytask service. Oops. Service mytask service. Puis on va initialiser avec un constructeur. Et ensuite, on aura post mapping, public, response, entity, my task, create. Et là, on aura pour recevoir les données, on aura request body. Et là, il y aura my task. Et on va retourner dans response entity.ok. Nous allons retourner my task service.create. Là, et puis on aura put mapping. Là, on aura public response entity aussi. Ça ressemble normalement les deux, donc je n'ai pas besoin de réécrire.
Puis j'ai besoin de la liste de toutes mes tasks à moi. Donc on aura encore public, response entity, et on aura la liste de my task. Je dois importer la liste. Importer la liste et puis get my task. Et là, j'aurai besoin de retourner réponse avec OK. Et là, on aura my task service. Puis on aura besoin de remove ou delete mapping. Ici aussi, je ferai la même chose en mettant slash, puis on mettra id, puis public, non. Public response entity, aussi un boolean, puis delete. Avoir path variable qui sera long id. Puis là on aura return. On va juste retourner quelque chose comme true, puisque aussi ici c'est un peu bizarre puisqu'on ne vérifie pas l'existence ou si les tasks c'est réellement accompli ou pas. Mais bon. Puis là nous aurons remove ID. Voilà. Alors là nous avons j'espère que j'ai aussi un slash. Donc là nous avons toutes nos classes Spring Boot que nous avons besoin. Je suis sûr que nous avons toutes nos classes Spring Boot que nous avons besoin pour pouvoir tester notre projet. Alors, dans la prochaine vidéo, on va tester notre projet et ensuite on va il y aura une explication sur le fonctionnement de ces différentes classes, comment est-ce qu'ils fonctionnent un à un.